Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama ou l'actualité cinématographique de la semaine. Bonjour, merci de nous être fidèles. Au programme cette semaine, 2 films de Cannes, primés à Cannes d'ailleurs, 120 battements par minute de Robin Campillo et Les Proies de Sofia Coppola. Ensuite, on passera à l'actualité DVD, c'est-à-dire un DVD d'actualité et puis du patrimoine. Et on finira par un film que nous avons sélectionné pour vous qui passera ce week-end à la télévision. Nous, c'est Samuel Douer et moi. Bonjour Samuel. Bonjour Pierre. Bien rentré de vacances. Bien rentré. D'accord. Et tout prêt à affronter la rentrée? Ouais. On va essayer. On va essayer, très bien. Alors, on va commencer par un film dont tout le monde a entendu parler, 120 battements par minute. Alors, c'est l'histoire d'Act Up, en quelque sorte, cette association qui, dans les années 80, lutte contre l'inertie de tout le monde, y compris de l'État, pour essayer de prévenir des dangers du sida qui commence ses ravages dans le monde. Donc c'est un film... Alors d'abord, avant d'en parler, parce qu'il a fait vraiment l'événement du Festival de Cannes, certains voyaient même une palme pour le film, on commence par voir un extrait du film et un extrait de l'interview d'un des interprètes principaux qui s'appelle Nahuel Pérez Biscariat. Je vais résumer la situation. Melton Pharm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler sa nouvelle molécule. Et d'amplifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Je risque pas de choper votre connerie de sida, je suis pas pédée. Ah. Ils avaient compris les symboles de cet spectacle qui montait à chaque fois, l'importance que ce soit très visuel, l'importance que le message passe à travers les médias directement vers le public, que ce soit facile à lire. C'était une combinaison de spectacularité et de justesse politique, parce que c'était aussi une jeunesse qui apprenait à faire de la politique, qui apprenait à avoir une parole politique, mais tout ça mélangé avec un côté presque esthétique et symbolique très fort. Donc je pense que cette combinaison a fait d'Act Up une association si marquante. Alors avant de dire chacun ce qu'on pense du film, il faut juste rappeler en quelques secondes l'accueil absolument phénoménal du film à Cannes. C'est-à-dire que ça a été... Enfin, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais bien des gens étaient en larmes. Certains qui avaient dépassé, mettons, 45 ou 50 ans, ils voyaient des gens qu'ils avaient connus. Et, voilà. Et donc, c'est vrai que je ne dis pas que ça a faussé l'opinion qu'on a du film, mais c'est vrai qu'il y a une telle vague d'émotions que... La projection la grande projection de presse du matin était assez impressionnante parce que on sentait pendant le film que les gens étaient très touchés. Et à l'issue du film, en fait, il n'y a pas eu d'applaudissements très nourris parce que je pense que tout le monde était sonné, quoi. Il y avait un côté, il fallait reprendre son souffle, reprendre ses esprits. Et à la sortie, effectivement, tout le monde avait remis ses lunettes noires quand on voit les yeux rouges. Il y avait, oui, effectivement, quelque chose quand même d'assez fort qui s'était passé pendant la projection du film. Mais effectivement, tout le monde pensait que le film aurait la Palme d'Or. Vu l'accueil qu'il y a eu, l'accueil a été aussi très bon aux séances du soir avec le public. Puis le jury, d'ailleurs, a bien aimé. Le jury a beaucoup aimé, quand même. C'est le deuxième prix prix du film, le deuxième prix du festival. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce de petite déception que le film n'est que le Grand Prix, quoi, parce que... Alors maintenant, justement, accueil de Cannes, tout le monde pleure, c'est très bien. Maintenant, alors, sur le film, Robin Campillo est un type assez formidable, au point de vue réalisateur. Il a fait, d'abord, il a commencé par faire Les Revenants. Voilà, le film qui après a donné lieu à la c'est série un film, Canal+. Voilà, et c'est un film, et après, qui a donné la série célèbre. Et puis, il a fait un film qu'on a beaucoup défendu à Télérama, pas seulement à Télérama, mais à Télérama, qui s'appelle Eastern Boys, qui est l'histoire d'un quinquagénaire qui draguait un Ukrainien gare du Nord, et après il y avait une sorte de relation à la fois sexuelle mais qui devenait amoureuse et presque
paternelle et filiale entre ce garçon et lui. Voilà. Moi, Eastern Boys est un film que je trouve absolument magnifique. Alors, tu vas me dire que, du coup, ça veut dire qu'il y a un mais que celui-là, je ne le trouve pas magnifique. Non, non, je le trouve très, très bien, mais c'est vrai que Eastern Boys, pour moi, reste quelque chose de... Alors, en dehors de Cannes, de l'émotion et tout, qu'est-ce qu'on peut dire du film ? C'est un très grand film qui réussit quand même le tour de force d'être à la fois un film très pédagogique, mais dans le bon sens du terme, sur qu'est-ce que c'était que ce mouvement, en quoi il a été détesté à l'époque, parce que maintenant on a l'impression que c'est les héros. En fait, à l'époque, c'était quand même tout le monde les vouait aux gémonies, parce que c'était des actions... Parce qu'il y avait d'autres associations beaucoup plus douces, sages, on va dire, plus intégrées, qui jouaient plus le jeu avec les pouvoirs publics. ACT UP était vraiment dans une stratégie de rupture. On pourrait dire presque de l'énergie du désespoir, puisque la plupart des militants étaient séropositifs, voire déjà étaient malades du sida, et donc savaient qu'ils allaient mourir, parce qu'à l'époque, le sida, on en mourait à tous les coups. Absolument. Donc voilà, et donc je pense que le film retrace bien cette énergie qu'il y avait au sein du mouvement. Et le tour de force du film, c'est d'être à la fois vraiment très précis, très clair dans ce que ça raconte du film, dans l'aspect presque documentaire, et en même temps d'avoir un très gros potentiel romanesque, puisque c'est aussi une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour, un vrai dont je n'ai pas mélodrame, parlé. mais dans le très bon sens du terme, parce que c'est un mélodrame bouleversant, une histoire d'amour entre deux militants, donc un qui est séropositif, l'autre qui ne l'est pas. Donc on devine très vite que l'un des deux va tomber malade. Alors, donc là, c'est l'acteur qu'on vient de voir, qui est étonnant. Formidable. Un petit acteur, c'est un acteur argentin qu'on a déjà vu dans le film de Benoît Jacot, Au fond des bois. Voilà, et les cinéphiles l'ont peut-être vu dans des films argentins qui sont allés notamment à la semaine de la critique de Cannes, où il était totalement étonnant. Et on va le revoir bientôt. Donc, oui, il sera dans le film Au revoir là-haut d'Albert Dupontel fin octobre. C'est un acteur vraiment très étonnant et qui, le potentiel émotionnel du film lui doit vraiment beaucoup. Et l'autre, son amant, donc dans le film, qui est un acteur. Alors, c'est très curieux parce qu'on l'a entendu récemment dire qu'il a été comédien et puis il avait tout arrêté. Tout arrêté parce que ça se passait pas bien. C'était pas son truc et puis il trouvait pas de boulot. Il a voulu faire autre chose et puis Campillo l'a rattrapé un petit peu. Pourquoi quand on veut plus faire du cinéma, c'est le cinéma qui vous rattrape et il est très très bien dans le film. Et voilà, moi ce que j'aime vraiment beaucoup dans le film, c'est qu'il y a ce double aspect dont je viens de parler. Et là, on sent que Campillo a écrit aussi beaucoup de films pour Laurent Cantet. Il a écrit le dernier film de Rebecca Zlotowski aussi. On sent vraiment, il a vraiment un talent de scénariste, c'est-à-dire arriver à synthétiser des enjeux politiques, didactiques, d'une manière très claire, sans jamais sacrifier le romanesque et l'émotion. Ça, je trouve que c'est vraiment très fort. Et l'autre point fort du film, là, c'est l'autre métier, entre guillemets, de Campillo, c'est monteur. Je trouve qu'il réussit vraiment des enchaînements de plans qui sont saisissants. Le film est toujours structuré par des images de fête, parce que effectivement, les militants d'ACT UP, ils savaient qu'ils allaient mourir et ils voulaient en profiter jusqu'au bout. Oui, donc, ils faisaient la fête, il y avait les scènes de club, de les boîtes de nuit. Et c'est toute une mentalité de l'époque, c'est-à-dire qu'on ne nous fera pas vivre autrement que dans le plaisir, la joie et l'essence, en quelque sorte. Et c'est vrai que moi, j'ai lu des témoignages de médecins qui ont connu les militants d'ACT UP à l'époque et qui m'ont dit presque dans le film, c'est presque trop sage par rapport à ce qui pouvait se passer à l'hôpital. C'est-à-dire que les gens étaient malades à l'hôpital et les amis venaient les voir et on faisait la fête dans les chambres d'hôpital. C'est-à-dire qu'il y avait de la musique techno dans les chambres d'hôpital, on faisait participer les médecins, les infirmiers, enfin c'était vraiment... Et le film montre aussi ça, quoi. C'est ça qui est très beau. Et il montre aussi, c'est un film très sexuel, très sensuel, c'est-à-dire qu'il faut le dire qu'il y a vraiment des scènes, sinon hard, mais pas loin. Et ces scènes ne sont jamais provocatrices, c'est-à-dire qu'elles sont très très belle par le sentiment qui lie, parce qu'il y a le sexe en effet qu'on vient de décrire, qui est dans la folie du plaisir et de la quête de nombre de partenaires le plus élevé possible, et puis il y a cette histoire d'amour, et lorsque la tragédie frappe, on va pas raconter la fin, mais il y a une scène particulièrement qui est absolument magnifique, ou qui prépare l'après vie en quelque sorte, et qui pousse en disant malgré tout il faut vivre. Et la scène d'amour à ce moment-là est peut-être la plus belle de toutes. Oui, et c'est pas c'est peut-être la plus soft du film d'une certaine manière, mais effectivement elle est là on atteint vraiment le potentiel émotionnel du film le plus fort, il est là, quoi, complètement.
Et une dernière chose, moi, ce que je trouve très beau, c'est que on sait les militants d'ACT UP faisaient des actions très, très fortes au point de vue symbolique et médiatique. Il y avait ce fameux préservatif géant au-dessus de l'obélisque de la Concorde. Oui. Et un de leurs grands rêves, c'était de déverser, de rendre la Seine rouge, avec le colorant, pour montrer que voilà, on mourait en France du sida, on était contaminé notamment par le sang. Et ils n'ont jamais réussi. Enfin, ils ont essayé plein de fois de le faire. Et dans le film, voilà, il y a le fantasme, on y arrive, quoi. Et je trouve ça vraiment très très beau, c'est-à-dire la matérialisation d'un fantasme qui apparaît comme ça à l'écran de manière très poétique. Et voilà, ça fait partie des scènes très fortes du film. Et les réunions d'Act Up où tout le monde claque les doigts au lieu de demander. On n'applaudissait pas, on claquait des doigts. Voilà. Et le film démarre comme ça par une grande réunion où on nous explique tout sur comment fonctionne Act Up avec des nouveaux militants qui assistent à leur première réunion. Et là, c'est vraiment le talent d'écriture de Campillo d'arriver à donner le maximum d'informations. Ça pourrait être un peu lourd, quoi. Et là, non, ça passe tout seul par le rythme de la mise en scène et par la qualité de l'écriture des dialogues. Voilà. Et puis quand vous aurez vu 120 battements par minute, si vous êtes séduit, je pense que vous le serez, et ben peut-être que vous pourrez vous procurer Eastern Boys, qui, à mes yeux, est, au point de vue mise en scène, presque plus beau encore. Oui, parce que le film repose sur quelque chose de plus ténu que 120 battements par minute. Mais c'est pas pour dire c'est pas pour dire du mal de 120 battements. Un des grands films de l'année. De l'année, absolument. Alors, l'autre film, à Cannes aussi, est un remake, puisque Sofia Coppola a réadapté un vieux film. Alors, le film s'appelle Les Proies. C'est avec Nicole Kidman, entre autres, Colin Farrell. Et c'est un remake d'un film qu'avait réalisé Don Siegel il y a pas mal d'années. En 71, si je ne m'abuse. Voilà. Avec Clint Eastwood, et qui avait un peu marqué les esprits parce que Clint sortait de son rôle en quelque sorte d'abord de cow-boy et de western italien, et c'était un film très ambitieux pour l'époque. Et c'était un des premiers rôles vraiment sadomasochistes de Clint Eastwood, c'est-à-dire qu'il lui arrivait quand même pas mal de vilainie dans le film, et il montrait ça de manière assez crue, quoi. Alors Sofia Coppola reprend le thème. Avant d'en parler, on regarde un petit extrait de la bande-annonce. If you could have anything in the world, what would it be? To be taken far away from here. Come with me. He seems to be a sensitive person. Does he? Nina? John. It seems the enemy is not what we believe. I hope you like apple pie. Is that my recipe? It is. I need rags. I need chloroform. Go to the smokehouse. Get the saw. Now. Bring me the anatomy book. Can I get you anything? Give me the key. You know I'd get in trouble for that. Sofia Coppola a donc obtenu le prix de la mise en scène, mérité ou pas? Il y avait mieux, on va dire. C'est pas indigne, il y avait mieux quand même à Cannes pour récompenser la mise en scène que ce film-là, dont le principal défaut, c'est d'être un remake d'un film qui est quand même très bon. Et alors, c'est assez différent. L'histoire est quasiment la même, mais l'atmosphère est assez différente, puisque chez Siegel, on était plutôt dans le point de vue masculin, le point de vue du personnage que jouait Clint Eastwood. Et là, renversement du point de vue, on est du côté des femmes, enfin, du point de vue des femmes. Et ce qui implique aussi un changement du personnage masculin, puisque... Comment était Clint? Alors, Clint était très Clint, très viril. Le personnage était pas très sympathique, très manipulateur, mine de rien. Assez cruel. Là, Colin Farrell est très bien. Il est très bien. Oui, il est Colin Farrell, donc il est moins, il est séducteur. Il est séducteur, mais beaucoup moins macho, on va dire Et les femmes prennent le pouvoir. Les femmes prennent le pouvoir, voilà. Là, et le problème, c'est que le personnage de Colin Farrell est que victime quasiment, quoi. Alors que dans le film de Siegel, c'était beaucoup plus ambigu. Il était victime, mais aussi très manipulateur, très bourreau. Et là, le film perd beaucoup en ambiguïté à cause de ça. Dans le premier film, celui de Don Siegel, c'était Geraldine Page
qui interprétait comment on appelle ça, la directrice de cet établissement. Là, c'est Nicole Kidman, ce qui n'est pas la même chose. Parce que Geraldine Page, c'était une actrice de théâtre très, comment dirais-je, très autoritaire. Voilà. Et là, Nicole Kidman a quand même son personnage. C'est Nicole Kidman, très glamour, mine de rien, même si par rapport, elle est plus âgée que les autres pensionnaires de sa maison, par rapport à Kirsten Dunst ou Elle Fanning. Mais c'est pas évident, on n'est pas tout à fait, c'est pas la même chose, quoi. Donc il y a tout de suite une plus grande douceur, mais qui est l'univers de Sofia Coppola. Si tous ceux qui aiment l'univers de Sofia Coppola seront ravis, parce qu'on retrouve Virgin Suicides, on retrouve. C'est très proche d'une certaine façon de Virgin Suicides. Voilà, alors ce qui est très curieux, alors pour faire vite, c'est que vraiment elle a enlevé le temps. Enfin c'est hors temps. Cette propriété où échoue donc un soldat blessé, parce qu'on l'a peut-être pas dit, c'est un soldat blessé. C'est un soldat nordiste qui arrive dans le je crois que c'est en Virginie, dans un État sudiste, et évidemment le pensionnat, toutes les femmes sont pro-sudistes. Voilà. Et elle se retrouve, et autour de la propriété, les soldats sudistes sont pas loin, donc le soldat nordiste blessé se cache là. Mais cette propriété semble hors du temps, comme une espèce de elle est éclairée d'ailleurs dans une lumière très... C'est très un peu fantomatique avec la brume, et puis c'est vraiment le décor du sud, on est dans une atmosphère quasi fantastique, quoi. Donc, mais c'est moins brutal, évidemment, qu'on aurait peut-être souhaité. Cela dit, encore une fois, c'est vrai que si on n'a pas vu le film de Don Siegel, et si on le découvre, le film est tout à fait correct. C'est plutôt regardable. Plutôt bien joué. La mise en scène est quand même assez élégante. 2-3 scènes assez fortes, mine de rien. Voilà, je le redis, le principal défaut du film, c'est un remake qui n'apporte quand même pas grand-chose à l'original, quoi. Si ce n'est ce changement de point de vue qui, je trouve, n'est pas forcément toujours très pertinent, quoi. Bon, et bien maintenant, à vous de vous rendre compte par vous-même. Alors on passe au DVD. Alors on a choisi comme DVD récent, relativement récent, puisque le film est sorti en mars, je crois, en mars, le film d'Aki Kaurismäki qui s'appelle « L'autre côté de l'espoir ». Alors c'est le retour de Kaurismäki qui n'avait pas fait de film depuis quelque temps. Depuis Le Havre, si Le Havre, c'est-à-dire depuis là. Et on y retrouve évidemment son univers. C'est du Kaurismäki pur vodka. Et surtout, il y a une vraie continuité avec Le Havre, qui était déjà autour d'une histoire d'un personnage de migrant. C'était un petit Africain dans Le Havre. Là c'est un jeune Syrien qui arrive en Finlande et qui se retrouve dans du charbon en quelque sorte, et qui rencontre un type qui a décidé de refaire sa vie en quelque sorte parce que sa femme préfère la vodka à son mari, et lui préfère l'aventure à sa femme, et donc il va ouvrir un restaurant un petit peu biscornu, bizarre, qui va se transformer en resto japonais à un moment donné. Mais c'est comme d'habitude hurluberlu, poétique. Tout à fait. On est vraiment dans l'esprit il retrouve l'univers du cinéma muet comme il aime beaucoup faire. Il y a très peu de dialogue comme d'habitude chez Kaurismäki et cette atmosphère un peu absurde, mais toujours avec cette chaleur humaine, cet humanisme de tous les instants. Et ces personnages très attachants, une espèce de solidarité entre des gens qui ne devraient pas se rencontrer, puis qui finalement font affaire ensemble, qui s'entraident les uns les autres. C'est vrai que le film a un charme fou pour ça, quoi. C'est-à-dire que ça raconte des choses assez graves, et c'est un film dont on ressort avec du baume au cœur. Mais ceux qui ne le connaissent pas devraient vraiment le découvrir, Kaurismäki, qui a maintenant un vieux de la vieille, et dont les thèmes sont toujours l'errance, l'exil, l'oubli, la perte de mémoire, l'alcool. L'alcool, toujours, voilà. Et le rock un peu ringard. Oui, voilà, on va dire. Mais en même temps, ça a un charme fou, et vraiment, celui-là est un prétexte pour vous de redécouvrir peut-être l'univers de Kaurismäki. Donc, ça s'appelle « L'autre côté de l'espoir ». Et alors, une vraie découverte, moi je n'avais pas vu le film depuis des années, ça s'appelle « Butterfly Kiss ». C'est le premier film de cinéma de l'anglais Michael Winterbottom, qui, d'ailleurs, depuis quelques années, il tourne moins, parce qu'il en faisait 2 par an. Il en faisait beaucoup, surtout, je crois que c'est le cinéaste le plus éclectique, le plus imprévisible de ces 30 dernières années, parce que d'un film à l'autre, il change totalement d'univers, il change totalement de style. Donc, alors, parfois, c'est très bien, parfois, c'est totalement loupé. C'est très loupé. Mais très loupé. c'est vrai qu'il y a toujours... on est toujours surpris par lui, ça, c'est quand même assez fort. Alors là,
c'est un truc totalement étonnant. Donc ça date de 1996, quelque chose comme ça. C'est ça, hein? 95, je crois. 15, voilà. C'est assez court, 85 minutes, et c'est un road movie qui se passe en Irlande, et c'est l'histoire d'une... Quand on raconte ça, on va se dire, mais pourquoi ont-ils choisi ça? D'une serial killer mystique qui rencontre une pauvre fille, un peu simplette, douce, gentille, qui va la suivre sur la route, qui va, sinon participer au meurtre, mais assister. Voilà. Et en même temps, le sexe et le mysticisme sont constamment mêlés, puisqu'en fait, le personnage principal, la serial killeuse, cherche le châtiment de Dieu. Oui. Voilà, plus elle tue, plus elle cherche le châtiment. Voilà. C'est un parcours un peu étrange. C'est très étrange, c'est totalement barré, mais vraiment, on ne voit pas ça. Non, puis le style du film est très étonnant parce que, et dans les dialogues et dans la mise en scène, il y a un mélange à la fois très documentaire, ultra réaliste, et puis de grande stylisation à certains moments, puis de calme et d'un seul coup de grande violence. Enfin, c'est très très étrange, quoi. C'est vrai que Winterbottom a là pour le coup démarré très très fort au cinéma. C'est très très fort. Parce qu'après il a fait une adaptation de Thomas Hardy qui était beaucoup plus classique, on va dire. Oui, mais qui était très bien, Jude l'Obscur. Oui. Il a fait des films rock, il a fait un film porno. Enfin, voilà, il a fait de tout. Et pas là, très bon, faut le dire. Pas bon. Et là, ouais, c'est vrai que de revoir le film a plutôt bien vieilli. C'est très étonnant. Les actrices sont vraiment très belles. Il y a Amanda Plummer qui joue le rôle de la serial killeuse mystique, et c'est Saskia Reeves voilà. qui joue le rôle de cette fille un peu simplette qui suit et qui va se sacrifier pour sa copine. Enfin voilà, voilà. À la sortie, c'est un film qui avait vraiment marqué les esprits. Et alors il était totalement tombé dans l'oubli, quoi. On le voyait plus du tout. C'est pour ça qu'il faut féliciter, comment il s'appelle, Outplay. Oui, Outplay, c'est ça, qui a ressorti ce DVD, parce que moi je l'ai revu avec un plaisir. Enfin, plaisir, c'est beaucoup dire, parce que c'est un film très tendu et pas forcément très agréable. Mais on se dit, c'est gonflé. Oui, c'est très gonflé. Oui, donc rappelez que Winterbottom est un réalisateur de télé à la base, qui a fait beaucoup de dramatiques télé, comme on disait à l'époque, dans un peu tous les styles, pareil déjà à l'époque. Et puis là, voilà, il s'est lancé là-dedans un petit peu par dépit, parce qu'il avait un autre projet, ça ne pouvait pas se faire, il avait un petit peu d'argent, il a fallu faire très vite, et il a fait ça. Il a fait ça très vite. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment, on vous le conseille, parce que vraiment, c'est un film, en plus, qu'on n'a pas vu depuis, alors vraiment pas mal d'années. Et alors, pour finir l'émission, un petit film à la télévision. Qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi un film que vous pourrez voir dimanche à 20h50 sur Canal+ Cinéma, c'est Aquarius. Kleber Mendonça Filho. C'est quoi alors Aquarius? Donc c'est le deuxième film de ce réalisateur brésilien très talentueux. Dont on recommande aussi le premier. Les Bruits de Recife. Formidable. C'est un film sur sa ville. Le film est également tourné à Recife, donc dans le nord-est du Brésil. Alors c'était un film qui était à Cannes l'an dernier, dont tout le monde voyait repartir avec au moins un prix d'interprétation pour son actrice Sonia Braga, sinon avec plus, et qui est reparti avec rien du tout. Sonia Braga qui est une idole là-bas. Pour nous, elle est connue pour avoir joué Donia Flor et ses deux maris. Film connu pour avoir inspiré Claude Nougaro pour une chanson dont la musique avait inspiré Claude Nougaro. C'est un peu compliqué. On en revient à Aquarius. Donc voilà, et le film était reparti bredouille de Cannes à la grande surprise de la plupart des festivaliers, parce que le film est quand même très fort. C'est l'histoire donc Sonia Braga joue le rôle d'une femme qui a élevé ses 3 grands-enfants, qui est ancienne critique musicale, qui vit dans un bel immeuble de Recife. Et l'immeuble, en fait, se vide petit à petit, puisque tous les appartements sont rachetés par un promoteur. Il n'en reste qu'un, c'est le sien, et elle ne veut pas partir. Et donc, c'est comment elle résiste aux manœuvres plus ou moins légales et plus du promoteur pour la faire déguerpir. Donc, c'est un très beau portrait de femme, et c'est un très beau portrait du Brésil contemporain. Voilà, c'est ça, parce que c'est pas uniquement cette anecdote-là. Évidemment, cette femme qui résiste à l'entrepreneur, c'est tout le pays qui résiste. Elle devient l'allégorie un petit peu, ou le symbole d'un pays miné par la corruption, le clientélisme, le libéralisme mal contrôlé. Et voilà, donc le film a atteint une dimension politique très forte, mais pas, pas lourde, pas démonstrative. Absolument. On est vraiment toujours dans ce portrait de femme. C'est un film très incarné grâce à Sonia Braga et aux partenaires qui l'entourent. Un film très musical aussi, et ça dure
12h30, si je me Oui, souviens bien, mais on ne les voit pas passer. On ne les voit pas passer. Vraiment très, Alors, très beau Canal film. Plus Cinéma, 20h50. Et ben voilà, donc, Robin Campillo, un petit DVD Butterfly Kiss, vraiment une nouveauté, puis Aquarius à la télé. Merci de nous avoir écoutés. Merci Samuel. Merci Pierre. Et puis donc, la semaine prochaine, nous vous parlerons de 2 films, bien sûr. Le Prix du succès de Teddy Lucie Modeste avec Tahar Rahim, Rochdi Zem et Maïwenn. Et puis une petite perle qu'on aime de temps à autre vous faire découvrir, ce sera Petit paysan de Hubert Charuel. Merci, à la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.